Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de WrestleMania 34 qui a eu lieu la nuit dernière et il y a beaucoup de choses à dire, donc on va aller directement droit au but avec le kick-off. Il y avait 3 matchs. Et d'abord l'André the Giant Memorial Battle Royal. On connaissait pratiquement tous les participants. Il y en a eu d'autres qui ont été ajoutés. Je vous en avais parlé. Titus Worldwide, le club notamment, Sin Cara, Primo Colon. Ils avaient annoncé Elias qui finalement pas venu, donc du coup on pouvait se dire qu'il allait peut-être avoir autre chose, plutôt sur la carte principale. On en reparlera plus tard. En ce qui concerne le match, on va aller directement à la fin. On a eu le trio final, c'était Baron Corbin, Mojo Rawley, 2 anciens vainqueurs, c'était tout un symbole, et Matt Hardy. En fait, alors que Matt Hardy était finalement en infériorité numérique, puisque Mojo et Corbin s'en sont pris à deux contre 1 sur lui, et grosse surprise, avec les lumières, enfin en tout cas le spot, le jingle habituel de Bray Wyatt qui retentit, et Wyatt qui apparaît sur le ring, et là c'est la grosse pop, et Wyatt du coup permet à Matt Hardy d'éliminer Mojo. Corbin ensuite porte un Hand of Death sur Wyatt, mais derrière du coup Matt Hardy arrive à en profiter et élimine Baron Corbin. Là, à ce moment-là, il y a un petit flottement, la cloche ne sonne pas, on se dit bon Wyatt il est là, il participe ou pas, mais bon c'était impossible puisqu'on l'avait pas vu depuis le début, et finalement la cloche retentit et Matt Hardy est donc déclaré vainqueur. Alors honnêtement, lors de mes pronostics, je l'avais pas trop cité dans mes favoris. J'avais cité Big Cass, qui finalement aura brillé par son absence durant tout le show. Samoa Joe, pareil, mais là c'était un peu plus prévisible qu'il n'y soit pas. Pas de Lars Sullivan, pas de gros noms de la NXT, qui aurait pu comme il y a pu avoir avec Killian Dane l'an dernier. Mais à vrai dire, j'avais pu voir un peu les favoris dans l'après-midi hier. Il y a eu un énorme twist, c'est-à-dire que Matt Hardy est monté en puissance, et il est devenu carrément le favori des bookmakers. Donc finalement, je savais d'avance, en quelque sorte, que Matt Hardy allait s'imposer, donc j'ai pas été surpris. Et surtout, donc ce qu'on a pu voir, donc c'était un hug, un vrai hug de Bray Wyatt, qui donc par conséquent fait son face turn. C'est bien que la WWE est un peu décide de faire un peu des choses un peu majeures, enfin des majeures, en tout cas qu'il y ait des choses véritables qui se passent en kick-off, parce que kick-off c'est souvent des matchs random, des matchs banals, mais là il s'est vraiment passé quelque chose, c'était quand même le grand retour de Wyatt, qui là je voyais pas du tout venir comme ça, comme je l'avais dit dans ma vidéo, je le voyais plutôt vraiment repackagé, enfin en tout cas le retrouver dans plusieurs mois, et finalement ça n'aura pas pris plus de 3 semaines, et on le retrouve avec le même look, mais la différence c'est qu'il est visiblement woken, il a retrouvé le sourire, et il est face, et donc associé à Matt Hardy, donc ça va être très intéressant de voir ça. Ça peut faire une belle équipe, et je vous l'avais dit, on l'avait vu un petit peu au Rumble, ils avaient agi ensemble, donc ça peut faire une belle tag team, et puis le roster face par équipe de Raw a vraiment besoin de team face, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, du coup on va voir ce que ça va donner avec Bray Wyatt, mais c'est une sacrée surprise. Ce hug, voilà, ça a été un bon petit feel good moment pour commencer. Voilà, je pensais vraiment pas qu'on le verrait, mais je le voyais plus comme partenaire surprise de Braun Strowman, finalement pas du tout. Voilà, en ce qui concerne les faits majeurs, j'ai bien aimé évidemment quand Ty a fait une petite bataille avec Hardy, avec des Delete 10, avec le public qui réagissait, c'était plutôt un bon moment. Voilà, pour le reste, c'est une bataille royale, rien de plus banal. Voilà, la bataille ne sert à rien en tant que telle. Bref, victoire de Matt Hardy, très finalement prévisible au vu des derniers événements de la journée. On va passer maintenant au match suivant, le match Cruiserweight entre Cedric Alexander et Mustafa Ali pour la finale du tournoi. Alors finalement le match aura duré 12-13 minutes. Franchement, je suis un peu déçu par cette durée. Franchement là, même si c'est un kick-off, il y a quand même 2 heures de kick-off. T'as 3 combats, dont 2 batailles royales certes, mais qui peuvent aller vite. D'ailleurs ça a été le cas, elles n'ont pas duré très longtemps les 2 batailles royales. Donc t'avais quand même la place pour faire un gros match d'1 quart d'heure 20 minutes.
Et finalement 12-13 minutes, c'est vraiment très 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 court, hein, c'est vraiment le très limite. Le match a été bon, on va dire. On a 2 super lutteurs, donc je suis pas surpris. Mais il m'en a manqué quoi. Il m'en a manqué clairement. Il m'en manquait au moins 5 minutes de match. Euh, Heureusement, il y a quand même eu à la fin un storytelling qui m'a un petit peu hypé avec. On sentait l'amitié, on sentait les remords à la fin avec Alexander qui a évité le 054 hein, qu'il avait pris juste avant. Ali commet l'erreur d'en tenter un deuxième et il retombe dans le vide, on va dire sur le sol. Il esquive d'Alexander et là à ce moment-là on comprend que qu'il va l'achever quoi. Donc des coups de coude assez impactants et puis on sent qu'il dit que je suis voilà ça c'est voilà je suis un peu désolé pour toi mais voilà je vais gagner quoi. Et du coup Lumbercheck et 1 2 3 et une très belle image où il serre la tête à la fin d'Ali. Ça m'a tout de suite rappelé bien sûr la fin du match entre HBK, Shawn Michaels et Ric Flair, hein, le match de sa retraite, on s'en souvient, où il avait serré la tête aussi d'HBK, où juste avant il lui avait dit, enfin la tête de Ric Flair, où juste avant il lui avait dit I'm sorry. Ça m'a fait beaucoup penser à ça, c'était peut-être un clin d'œil. C'était une belle fin. Voilà, cette petite storytelling, ça donne un supplément d'âme au match. J'ai bien aimé ça, mais c'est vrai qu'il m'en a manqué clairement et je suis un peu frustré. Je ressors très frustré de ce match, qui aurait pu vraiment être meilleur. Évidemment, si ça avait été à 2-5 Live, on l'aurait largement atteint les 20 minutes et là, on aurait vraiment kiffé notre race. Donc, je suis frustré. Voilà, frustré. Mais voilà, le match aurait pu être largement meilleur. Donc je ne peux noter que 6 sur 10, mais ça aurait vraiment pu être meilleur. Et à la fin, donc Alexander qui s'impose. Ce n'est pas une surprise, je vous l'avais dit. Je voyais pas trop Ali. Alexander était voué à avoir ce titre. Il le mérite hein, autant qu'Ali, hein, d'ailleurs, les deux le méritent. Mais ça va faire un très beau champion. Et voilà, un super face. Bref, c'était beau pour la fin, mais voilà, il m'en a manqué. On va passer maintenant au match suivant, la bataille royale féminine, hein, la première de l'histoire. On a vu, alors c'est bizarre, ils ont montré un peu les principaux noms hein, de filles, des filles qui sont arrivées toutes seules. Donc on a vu Becky Lynch arriver en premier, et du coup je me suis dit mais ils vont faire quoi là? Ils vont nous faire un vrai Royal Rumble là? Tout le monde va arriver. Enfin, il va y avoir 2 entrées, et puis après toutes les 20 secondes. Non, c'est pas possible. Putain, toutes les 2 minutes. Non, ils pouvaient pas faire ça. Ça a été une vraie bataille royale avec tout le monde. Enfin, une vraie bataille à la André le Géant, j'ai envie de dire. Avec tout le monde qui commençait, mais du coup non, en fait ils ont fait des entrées personnalisées pour les 3 grands noms, donc Becky Lynch y a eu droit, et Bayley et Sasha Banks, donc ça met un peu en valeur on va dire les 3 grands noms, du coup bon c'était un peu bizarre cette façon de présenter, mais bon évidemment ils pouvaient pas le faire pour les 30 filles, hein, je crois qu'il devait y en avoir 30. Bref, c'était un peu bizarre. Carmella est arrivée en premier, s'est fait éliminer en premier, hein, tout de suite évidemment elle a été un peu trop orgueilleuse, un peu trop capricieuse et orgueilleuse, et évidemment elle s'est fait sortir tout de suite. À ce moment-là, je me suis dit oh merde, s'il la sort en premier, c'est que il prépare un truc bien meilleur pour elle par la suite. Hein. J'ai eu très peur quand j'ai vu ça. Voilà, on a vu plusieurs filles de la NXT, donc il y a eu un petit passage sympa. On a vu les filles de la NXT qui sortaient un peu tout le monde, et là, voilà, tout le monde criait NXT, pour que le public participe. C'était plutôt sympa. On a retrouvé des filles du Mae Young Classic, hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme Tainara Conti, la brésilienne, Kavita Devi, l'élève du Great Khali, l'indienne, hein, avec sa tenue orange, hein, facilement reconnaissable. Bianca Belair, hein, qui était pour moi l'une des grandes absentes du Royal Rumble, qui a eu évidemment droit à son petit numéro de fouettage de tresse, hein, c'est ce que j'aurais voulu voir au Rumble. Voilà, elle l'a fait un petit peu avec Becky Lynch, mais elle s'est fait sortir juste après par Becky Lynch justement. Kairi Sane, hein, fait sa 2e bataille royale, et Peyton Royce. On pouvait s'y attendre, mais du coup, bizarrement, il n'y a pas eu Billie Kay, donc on a juste eu Peyton Royce. Je sais pas pourquoi, peut-être que voilà, il y avait pas assez de place disponible, et voilà, il fallait faire un choix peut-être. Mais c'est bizarre de ne pas les avoir associés toutes les deux. Et puis Nikki Cross aussi, qui a été une des grandes absentes. J'aurais bien vu Nikki Cross. Bref, très étonné. Voilà, donc ce petit passage NXT. Et puis des éliminations très rapides, hein, beaucoup trop rapides même, puisqu'au final le match a duré entre 10 et 11 minutes. Pour une bataille royale, c'est quand même très court.
Ça passait très très vite. C'était même assez torchon. Et ça se termine comment? On voit Becky Lynch, on voit pardon Bayley et Banks qui s'associent, qui éliminent un peu tout le monde, notamment il y a eu Ruby Riott, il y a eu je crois Liv Morgan, Sarah Logan, donc là en fait finalement toute la Riot Squad qui est passée et en fait qu'est-ce qui se passe? On voit la finale. Finalement la finale que tout le monde attendait entre Bayley et Banks. C'est là, à ce moment-là, je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, Bayley s'était fait enfler 2 fois au Grand Ball et au Chamber par Banks. Donc il fallait que Bayley réagisse et élimine Banks. C'était ce que je vous avais dit. Et pas loupé, c'est ce qu'ils ont fait. Banks tente de serrer la main, propose à Bayley de lui serrer la main, puis en fait Bayley la refuse et puis la lui fait à l'envers pour une fois et l'élimine. À ce moment-là, grosse réaction de joie de Bayley, on croit qu'elle a gagné, mais la cloche ne sonne pas, donc on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On entend Beth Phoenix au commentaire qui dit wait, et puis en fait, complètement from out of nowhere, Naomi qui revient sur le ring, on l'avait complètement oublié, et effectivement j'ai revu les images, en fait elle était passée sous la première corde, elle avait été... elle avait reçu je crois un coup de pied ou un coup de poing de la part de Dakota Kai, dont j'avais oublié de vous parler d'ailleurs, qui était aussi l'une des participantes NXT. Et donc elle avait roulé sous le ring et puis elle est restée à l'extérieur pendant finalement toute la seconde moitié du match. Et on l'avait complètement oublié. Et du coup Naomi surprend Bayley et l'élimine. Donc victoire complètement what the fuck. Victoire random, j'ai envie de dire, hein. Et c'était envisageable. Je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, je vous avais dit est-ce que Bayley et Banks, bien que ce soit le fil rouge, c'était le fil rouge de cette bataille royale, on savait que tout allait être centré autour de ces deux filles. Est-ce qu'il fallait nécessairement faire gagner l'une des deux? Je vous avais dit pas nécessairement. Mais effectivement ils l'ont fait. Et ils ont plutôt joué sur une autre fille. Ça aurait pu être Becky Lynch, je vous l'avais dit, parce que voilà, elle a pas beaucoup de chance ces derniers temps. Ça aurait pu être un petit cadeau pour elle. Voilà, et finalement, ils auraient même pu mettre une fille de l'NXT. Moi, j'aurais bien pensé aussi à Nikki Cross. Bon, elle était même pas là finalement. Et finalement, une fille complètement random. Ils ont fait ça avec Mojo, hein, aussi, hein, le coup du random. Voilà, Corbin aussi, c'est un peu étonnant. Voilà, ils peuvent faire des choix comme ça. Bon, de toute façon, ça n'a aucune espèce d'importance, hein, ces genres de bataille royale. Ça n'aboutit à rien, et voilà. Naomi qui pose devant le trophée, devant l'utérus là, et puis c'est terminé quoi. Bref, c'était un peu maladroit comme fin. Le match était vite bâclé, 10 minutes. Éliminer les filles par paquet, c'était un peu exagéré. Et je sais pas. Bon, c'était bien que Bayley se venge un peu sur Banks, mais du coup, ça entretient, on va dire, la feud, et il va y avoir sûrement un match entre les deux, ça va arriver. Sûrement, peut-être à Backlash, le prochain pay-per-view. Après qu'il y en ait une derrière qui en profite. À mon avis, ça va être fait pour que Banks se moque de Bayley à Raw, va falloir suivre ça, mais à mon avis, c'est pas été fait au hasard. Je pense que Banks va en profiter pour un peu troller, un petit peu chambrer Bayley en disant, voilà, en fait, t'es qu'une loseuse. Voilà. Ça résume ta carrière, ça résume ce que tu es. Voilà, tu crois toujours être so close et en fait, tu penses toujours être une grande et puis en fait, tu échoues à 2 doigts à chaque fois. C'est un peu ça l'idée. Je pense que Banks va appuyer là-dessus, donc on verra ce que ça donne. Donc à Raw ce soir. Donc une note 5 sur 10 quoi, j'ai pas mieux à donner comme note que ça. Allez, on va passer maintenant à la carte principale. On va passer directement à l'opener. Donc c'était le freeway, hein, le triple threat match entre le Miz, Seth Rollins et Finn Balor, comptant pour le titre intercontinental. Alors à noter la superbe entrée, hein, de Seth Rollins en White Walker, hein, pour les fans de Game of Thrones. Franchement, c'était magnifique. J'ai pas parlé aussi de la tenue de Mustafa Ali, hein, Sub-Zero de Mortal Kombat, pour ceux qui auraient reconnu. C'était vraiment magnifique. Elle était vraiment magnifique, la tenue de Mustafa Ali. Franchement, regardez-la. C'était vraiment pas mal. Il y a eu pas mal de cosplay d'ailleurs dans ce show, dans le WrestleMania, mais c'était vraiment l'une des meilleures tenues que j'ai pu voir ces derniers temps. Franchement, c'était superbe. En ce qui concerne le match, il y a eu vraiment beaucoup de rythme. Franchement, ça c'était vraiment bien. Et ça a joué son rôle d'opener. L'opener,
C'est ça, c'est fait pour chauffer la salle, et c'est fait pour avoir du rythme, et pour lancer le show de la meilleure des façons, et c'est ce qu'ils ont fait. Le match est passé plutôt vite, hein, au final. Ça a duré quand même 15 minutes. Du coup, il y a eu pas mal de moves, des DDT, des curb stomp, des coups de grâce. On a vu aussi, même on a vu tous les finishers finalement, le Skull Crushing Finale. On a vu Seth Rollins tenter son enchaînement, hein, avec. Il a fait le buckle bomb sur le Miz, après il a enchaîné sur Balor avec sa superplex et enchaîné avec le Falcon Arrow, mais le Falcon Arrow était contré par un petit paquet de Balor dont il s'est dégagé, et ensuite Rollins capitalise avec un curb stomp sur le Miz, alors que Balor, lui, il était un peu sonné puisqu'il avait pris aussi un curb stomp aussi juste avant, victoire. Donc victoire de Rollins finalement. Moi, à demi surpris, on va dire. Je voyais pas le Miz conserver. Comme je vous l'avais dit, il peut battre le record de jours de règne en tant que champion intercontinental. Il pourra le faire plus tard, puisqu'il ne s'agissait pas d'une série d'invincibilité ou de règne en jours cumulés, en 2 jours consécutifs. C'était en cumulé, donc il peut battre le record plus tard, donc c'était pas très grave pour le Miz. Peut-être que le but c'était aussi qu'il s'occupe de sa fille et de Maryse aussi, et qui va peut-être s'absenter un petit peu. On va voir ce que ça donne. Mais pour Finn Balor, je vois pas trop ce qu'ils vont faire maintenant. C'est un peu difficile pour Balor. Je pense que c'était lui qui avait besoin de cette victoire. Il n'a pas eu de titre depuis longtemps, depuis ce titre universel et puis cette défaite sur ce titre vacant, sur blessure. Rollins, du coup, devient Grand Slam Champion, et du coup, il faut le dire, le Shield au complet est Grand Slam Champion. C'est incroyable. Les 3 membres du Shield sont Grand Slam Champions. C'est quand même assez impressionnant. Si c'était juste pour faire ça, franchement, bon, j'espère qu'ils vont quand même capitaliser là-dessus. On va voir ce qu'ils vont faire avec Rollins, mais je suis un peu déçu pour Finn Balor. Le match, il a très bien joué son rôle d'opener. Voilà, du suspense, des spots intéressants, des frog splash, des curb stomp, je vous l'avais dit. Il y a eu pas mal de moves intéressants. Franchement, je vous invite à regarder cet opener. Il était de bonne facture et ça mérite un petit 7 sur 10. Voilà, ça commençait très fort à ce moment-là. Match suivant, un match très très attendu puisqu'il s'agissait déjà de Charlotte contre Asuka pour le titre féminin de SmackDown. Une très belle entrée de Charlotte Flair, un peu en romaine, avec la musique de Ric Flair, mais plutôt en version originale de Milan l'Odyssée d'espace. C'était assez badass, j'ai bien aimé cette entrée. Celle d'Asuka était beaucoup plus moche, enfin les effets spéciaux là, les rayons laser avec ses masques là, c'était assez moche. Le reste était assez classique comme entrée. En ce qui concerne le match, les 2 filles ont prouvé que c'était les patronnes de la WWE, hein, les 2 meilleures lutteuses sans aucune contestation possible. Voilà, elles ont montré de quoi elles étaient capables, de véritables entertainers. Franchement, elles font le show et puis voilà, elles sont in ring, c'est vraiment du très haut niveau et quelque chose que j'avais jamais vu, un Spanish Fly de la part d'une fille. J'avais jamais vu une fille porter un Spanish Fly, et donc c'est Charlotte qui l'a fait. Franchement, chapeau. On en a vu 2 de la part d'Ali et d'Alexander plutôt dans la soirée, mais alors Charlotte en face 1 j'avais jamais vu et c'était vraiment magnifique. Au final, du coup on a eu ce figure 8 tenté par Charlotte, et grosse surprise, en quelques secondes, Asuka qui abandonne, qui se tient le genou, et oui, elle abandonne. Incroyable victoire de Charlotte Flair, et surtout, le choc, la fin de la streak d'Asuka, et oui, c'était le choc ultime, la grosse sensation. Qui aurait cru qu'Asuka allait perdre ce soir-là? Qui aurait cru? C'était déjà, il y a eu pas mal de surprises dans cette soirée, mais alors celle-là, c'était l'une des plus grosses. Là, franchement, j'ai été estomaqué. Et puis, surtout, le match, 13 minutes, c'est pas folichon comme temps, hein. Et c'est ça que je reproche. Autant le match in-ring, c'était vraiment un match de très bonne qualité, hein, avec deux superbes athlètes. Mais il m'a manqué énormément de choses. C'est un peu comme le match Cruiserweight, quoi. Il m'a manqué du temps. Et puis surtout, c'est la fin de la streak. Si on fait une fin de streak comme ça, c'est tellement vendu depuis
tellement longtemps, cette streak, c'est comme l'Undertaker. C'était quelque chose d'énorme, la streak d'Asuka. Elle avait jamais perdu à NXT et dans le main roster. Donc c'était un truc de malade. Et en fait, en 13 minutes, il a suffi de 13 minutes et d'un figure 8 et en quelques secondes elle abandonne, quoi. Et pour moi c'est ça qui me gêne. Il me faut quelque chose d'épique pour voir Asuka perdre un match. Pour son premier match, enfin sa première défaite, il me fallait quelque chose d'épique. Il fallait quelque chose vraiment qui me pousse à dire bon ben voilà, elle a tout donné et là voilà, ben là elle s'incline, quoi. Mais voilà, il m'a manqué beaucoup de choses. Malgré l'intensité du match, c'était trop court à mes yeux et ça m'a vraiment ça m'a frustré. Et c'est vraiment dommage. On a l'impression peut-être que du coup elles sont un peu piégées, enfin à cause de la durée du show. Le show forcément il a une certaine durée, on leur accorde une certaine durée, ben voilà, et c'est frustrant pour tout le monde. On leur dit bon, vous avez 13 14 minutes, voilà, et faites le show. Mais évidemment je pense qu'elles auraient aimé plus, et c'est ça, c'est frustrant, c'est très frustrant. Après le match, on a vu un beau geste à la japonaise, j'ai envie de dire, plein de respect d'Asuka, qui a pris le micro, qui lui a dit Charlotte was ready for Asuka, congratulations. Et voilà, elle lui a fait un hug. C'était une très très belle image, fair play, le public a apprécié. C'était beau à voir. Après, alors encore un truc qui m'a pas plu, c'est que tout à coup, c'était quand même un choc, la fin de la streak, et tout à coup, bah c'est gâché par un arbitre qu'on voit courir dans les barricades, enfin dans le public, qui vient voir John Cena, puisque John Cena était dans le public avec les fans, on l'a vu depuis le début. Il vient voir John Cena, il lui dit quelque chose, visiblement le Taker est là, et du coup Cena court, il sort il escalade, enfin la barricade, et il court en direction des coulisses pour se préparer, quoi. Et du coup ça gâche tout. Et puis tu vois Asuka comme ça qui est sur le ring, qui sourit et comprend pas trop. Et puis voilà, puis après Charlotte qui célèbre en levant la ceinture. C'est un peu maladroit, j'ai trouvé, de voir ce choc de la fin de la streak et puis gâché par ça. Bref, il y a eu de la maladresse et ce match me frustre. Je lui mets 6 sur 10. Ça aurait pu être encore bien meilleur. Et voilà, c'est encore à l'image du match Cruiserweight, match frustrant. Allez, on va passer maintenant au match suivant. Match Fatal 4-Way, comptant pour le championnat US entre Bobby Roode, Randy Orton le champion, Jinder Mahal et Rusev. Alors à noter étonnamment que Aiden English, qui a présenté Rusev, avait le crâne rasé, alors qu'il a participé à la bataille royale, il avait encore ses cheveux, donc bon, il s'est fait la boule entre les deux, entre temps. Pourquoi pas? C'est peut-être un pari perdu, j'en sais rien, mais c'était très bizarre. Et très grosse déception aussi, c'était les réactions à l'entrée de Rusev. Je pensais qu'il allait avoir une énorme pop, des Rusev acclamés et tout, et en fait on n'a rien entendu. Rusev est entré sur le ring comme si de rien n'était. J'ai pas compris la réaction du public, c'était très étonnant. Franchement, je m'attendais tellement à mieux que ça. Même si le public s'est un petit peu repris par la suite, avec beaucoup plus de Rusev Day un peu plus tard. Notamment lorsque Rusev donne un coup de pied à Mahal, et qui sont tous les deux sur le ring. Là, Rusev joue avec le public, et là on entend les Rusev Day, mais c'était trop peu. Ça a été trop peu. J'ai été très déçu parce que pour moi c'était un peu ça aussi le but de la présence de Rusev, c'était de bénéficier de cette overness qu'il avait actuellement. Et puis finalement, ça n'a pas été. Voilà, c'était un peu décevant à ce niveau-là. En ce qui concerne le match, il y a eu 3 RKO enchaînés par Orton, un sur English même qui est rentré sur le ring, un sur Jinder Mahal et un sur Rusev. Il y a eu aussi un Glorious DDT de Bobby Roode sur Orton. Et puis finalement, lorsque Rusev, comme je vous le disais, donc était seul sur le ring avec Mahal après lui avoir donné un kick, il y a une distraction de Sunil Singh, voilà, juste à l'extérieur là, enfin sur les points du ring, il distrait Rusev. Du coup, il y a un kick de Rusev qui veut porter sur Mahal, mais Mahal esquive, et du coup c'est Sunil Singh qui prend tout. Et derrière, Mahal en profite de tout ça, par derrière avec un Kalash sur Rusev. Et victoire de Jinder Mahal. Énorme encore une surprise, énorme surprise de Jinder Mahal. C'était le dernier
franchement le dernier à qui on aurait pensé pour s'imposer. Franchement, je comprends pas. Ils ont tenté l'Inde, ça n'a pas fonctionné. Il a eu un run de champion très très long. C'est bon quoi. Ça, on s'en foutait de tout ça. Ça a duré même trop longtemps. Et il était redescendu dans la mid-card. C'était bien mieux comme ça. Et puis qui regagne le titre. Mais pourquoi encore? C'est quoi le but? C'est encore de nous jouer encore le coup de l'anti-américain? C'est ça qui porte la ceinture US et qui va feuder avec John Cena? C'est ça qu'ils vont faire encore? Putain, mais ça va être horrible. Ça va être horrible. Je comprends pas. Je comprends pas ce choix. C'est très étonnant. Oh, que ça devait se jouer entre Orton et Rousseff a priori. Qu'Orton conserve, ça m'aurait pas trop surpris. Il avait pris le titre il y a pas longtemps. Après, c'est vrai que le but c'était surtout qu'il soit Grand Slam Champion. Voilà, il l'a été, donc maintenant il peut donner le titre. Et Bobby Roode, dans tout ça, bon, au moins il est protégé, il a pas pris le pin. Et puis Rousseff surtout. Quid de Rousseff? Parce que Rousseff c'est lui qui prend le pin. Il l'avait ajouté dans le match, c'était un beau cadeau. Mais comme il y a des rumeurs, en plus de départ de la WWE, le fait qu'il perde ce match, du coup on peut craindre pour la suite pour Rousseff. Ça va être à suivre. Voilà, on va voir ce que ça donne. Mahal Cena, Mahal Rousseff, je sais pas ce qu'ils vont faire comme feud. Il y aura sûrement peut-être peut-être de la draft, des nouvelles têtes qui vont peut-être pouvoir un peu redistribuer les cartes, mais voilà quoi, ça me fait un peu chier quoi cette victoire de Mahal, et le match était vraiment pas terrible. Match très quelconque, digne d'un weekly, 8 petites minutes. C'est vraiment un match à chier, quelconque quoi. 5 sur 10, pas plus que ça. Match suivant, du coup c'était un match très attendu aussi, un match tag team mixte entre Kurt Angle, Ronda Rousey, Triple H et Stephanie McMahon. Donc là c'était vraiment le match que beaucoup de gens attendaient. Match très long, qui a duré 20 minutes. 20 minutes. Donc là, ça a vraiment été beaucoup plus long que j'aurais cru. Énormément de rythme. Match très divertissant, il faut le dire. Bien sûr, où tout tournait autour de Ronda et de ses débuts, qui nous ont été largement teasés, même exagérément, notamment par Kurt Angle, qui a fait le mec en détresse, qui a rampé comme pas possible, comme un escargot, avant de pouvoir faire le tag que tout le monde attendait. Ça a mis un bon moment, ça a dû peut-être mettre à peu près pratiquement 10 minutes avant d'avoir le tag, le fameux tag sur Ronda. Stephanie McMahon avant le match, elle avait un petit peu essayé de chercher un peu, de piquer un peu Ronda. C'est ce qu'elle a fait. Donc ça a été un peu chaud dès le début, rien qu'avant le match. Les mecs se sont donc mis, se sont battus entre eux, donc du coup ça a commencé avec Angle et Triple H, et puis là ça a explosé quoi. Lorsque Ronda est montée sur le ring, là elle a eu une grosse pop, le public s'est un peu réveillé, et voilà, elle a vraiment été, il faut le dire, c'était ce qu'on attendait. Elle s'est vraiment très bien débrouillée. Vraiment très bien débrouillée. Elle a eu des très beaux moves. Des moves MMA bien sûr, avec pas mal de armbar, de prise de bras. Mais aussi, voilà, on a vu ses coups de poing. Ses coups de poing, c'est quand même autre chose que d'autres filles du main roster. Là, ses droites, elles sont percutantes. On l'a vu, elle a tapé fort sur Stephanie McMahon. Donc les armbar aussi, les Fireman's Carry avec son espèce de Samoan drop un peu amélioré là, avec une vrille qui était pas mal. Et elle s'est fait, alors un truc incompréhensible, c'est qu'elle se fait, elle tente le tomber sur Stephanie, et là à l'extérieur t'as Triple H qui dégage l'arbitre, et l'arbitre qui dit rien, pas de disqualification. On sait pas pourquoi, alors que le match était normal, donc il aurait pu avoir une disqualification. On a reconnu bien sûr l'arbitre. C'était Drake Young, c'est ça. C'est Drake Younger, je crois, voilà. Le gars qui a arbitré Ciampa Gargano aussi, donc on le voit beaucoup en ce moment, cet arbitre, qui est un ancien lutteur d'ailleurs. On a l'impression que c'était un peu l'arbitre maison, l'arbitre un peu acheté, l'arbitre vendu. On a vu Triple H qui était très très proche de lui, un peu en mode ouais t'es mon boss, donc je fais ce que je veux, et du coup l'arbitre se laissait faire, parce que sinon pourquoi ne pas être disqualifié quoi. La disqualification était évidente, donc Triple H qui dégage l'arbitre comme ça, normalement c'est disqualification, mais bon bref, c'est pas grave. Ça c'était un peu l'incompréhension générale.
Ronda, elle a eu une grosse pop au moment où s'est occupée de Triple H en personne, avec des droites, elle l'a repoussé dans le coin là avec des droites, elle a réussi à le soulever en Fireman's Carry, c'était assez impressionnant. Après Stephanie McMahon est arrivée par derrière et du coup elle a empêché probablement son deuxième Samoan Drop consécutif de se faire sur Triple H. Et puis Stéphanie qui aveugle Ronda. Elle a aussi réussi à contrer une armbar, hein, Stéphanie. Elle était quand même assez intelligente parfois dans ses moves. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, à un moment donné, vers la fin, on a eu, comme on pouvait s'y attendre, une double soumission in stereo, donc c'est-à-dire simultanée, avec ankle lock d'Angle sur Triple H et l'armbar de Ronda sur Stéphanie, hein, une armbar qu'elle aura beaucoup tenté, avec Stéphanie donc qui tente de se tenir le bras, hein, en se serrant les mains là au maximum pour ne pas lâcher, ce bras et l'exposer et du coup perdre. J'aurais cru que ça allait se terminer comme ça, et c'est bien parce qu'ils se sont pas laissés aller à la facilité, et Triple H du coup s'est dégagé en repoussant Kurt Angle directement sur Ronda. Donc là ça a tout mis à plat, donc ça a permis au match de continuer encore, donc c'était pas plus mal. Voilà, au final, on a quand même eu Ronda qui est revenu sur Stéphanie et qui a finalement pu porter son armbar. Stéphanie qui criait, qui disait no, 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 et finalement elle l'a pas lâché. Et puis là, une fois que son bras était dégagé, le bras a fait un gros move là, un move assez moche, et abandon direct quoi. Voilà, et puis la grosse pop, le public content, Ronda aussi aux anges qui saute dans les bras de Kurt Angle, Dana White, hein, qui était dans le public, on le savait, qui était aussi très content, qui applaudissait. Voilà, c'était un moment d'entertainment. C'était pas du grand catch, on le savait, c'était les débuts de Ronda, c'est tout. Là tu kiffes. Et franchement, je suis très surpris. J'attendais rien de ce match. Pour moi, c'était un match de divertissement, rien de plus, de présentation de Ronda. J'attendais pas un grand match. Et franchement, ça n'a pas été un grand match, on est d'accord, mais c'était un match très divertissant et je dois vous le dire, c'était mon match préféré du show. C'est dire. J'aurais jamais cru dire ça, mais c'était mon match préféré du show. Ils ont vraiment fait le taf. Ronda s'est bien démerdée. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de progrès à faire, c'est normal, notamment aussi au micro, ça c'est encore autre chose. Mais in ring, il y a déjà évidemment des choses intéressantes, hein. Il y a ces moves de MMA, ces coups de poing qui sont magnifiques, donc évidemment elle a du background. Voilà, après ça c'est à développer, mais ils en ont déjà fait une top face quoi. Ils ont fait déjà la fille la top face de toutes les filles du roster de la WWE quoi. C'est la top face ultime, et il faut développer tout ça, mais en tout cas, voilà, on a le smile après ce match. On a senti qu'ils avaient vachement bien bossé ce match. Ça a été travaillé. Franchement, ils ont bien travaillé. Et ça a été un très bon job. Et je donne vraiment un 7,5 sur 10 pour ce match qui m'a vraiment bien enjaillé. Je pensais pas. Ils ont vraiment fait un match très très sérieux. On va passer maintenant au match suivant. Le match Freeway, par équipe de SmackDown entre les Bludgeon Brothers, les New Day et les Usos. Un match très décevant. Je vous le dis tout de suite, c'était décevant. Voilà ce qu'on peut dire. 6 petites minutes pour ce match. Alors on sent sûrement les contraintes de temps dont je vous parlais tout à l'heure, le filage du show quoi. Mais 6 minutes quoi. Lorsqu'on a vu les New Day et les Usos dans tous les pay-per-view qu'on a vu l'an dernier quoi, ils sont tellement capables de faire mieux, et là. Voilà quoi, et puis en plus, cette entrée ridicule des New Day là, avec ces nains, ces pancakes, ces nains déguisés en pancakes, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Les pancakes géants, je vous l'avais dit, j'en étais sûr qu'on allait voir des pancakes géants, c'était en image de synthèse, mais on en a vu, ça j'en étais sûr, mais les pancakes, les nains quoi, oh, putain, oh my god quoi, oh my god. Et après les Bludgeon Brothers qui ont tout de suite dégagé Xavier Woods pour pas qu'il y ait on va dire de supériorité numérique. Après ça a été très vite quoi. Tout s'est enchaîné. Les Usos ont tenté l'impossible, même un gros splash, mais kick out sur l'un des Bludgeon Brothers. Et au final,
bah, on a Kofi Kingston qui est seul sur le ring, les Bludgeon Brothers avec Luke Harper qui est assis sur la troisième, enfin qui est assis sur la troisième corde, qui attend, et Rowan qui porte une énorme powerbomb sur Kofi et qui apporte Kofi sur un plateau à Luke Harper pour un gros sit-out powerbomb de la deuxième corde pour le compte de 3. Terminé, 6 minutes et nouveau champion. Bah, match bâclé, match torché. Voilà, c'est très très décevant ce match qui était parti en tout cas sur le papier pour être l'un des show stealers de la soirée, et puis là ils nous ont fait de la merde quoi. Franchement, non seulement ils nous ont fait de la merde, que les Bludgeon Brothers, je vous l'avais dit, hein, c'était mes favoris pour être champion. C'est bien, ça va donner un peu de neuf, d'avoir des nouveaux visages champions, parce que New Day Usos, à un moment donné on en a ras le cul. Ça va sûrement continuer avec une feud entre les deux, entre les Bludgeon Brothers et les Usos. Je vous avais dit qu'il fallait que ce soit les New Day qui prennent le pin, c'est ce qu'ils ont fait aussi, donc ça va les écarter un peu de la feud, c'est le but je pense. Mais en plus, non seulement ils te bâclent le match, mais en plus, t'as même pas le temps de voir la célébration des Bludgeon Brothers, juste après ils passent à la pub. Ils passent à la pub. Donc rien à branler de ce match quoi. La WWE ils s'en foutent quoi. C'était un filler ce match. C'était un vulgaire filler. Minimum, même pas le minimum, c'était même pas le minimum syndical quoi. C'est du pur foutage de gueule. Pur foutage de gueule. Ma note 4 sur 10. 4 sur 10, pas plus que ça. C'était de la grosse merde. Tout simplement, et je suis en colère contre ce match. Enfin on passe en gros match finalement, match suivant, ils l'ont fait. Taker donc qui arrive sur le ring, qui se prépare pour le match face à Taker, que l'arbitre lui avait dit. Il attend, la lumière s'éteint. En fait non, l'arbitre vient voir Cena et on a l'impression qu'il lui dit non. En fait, finalement non, il n'y aura pas de match. Du coup, les sifflets, on comprend pas. Cena du coup descend du ring, il vient serrer quelques mains dans le public. Et là la lumière s'éteint. Et tout à coup, Elias qui arrive avec sa guitare, le troll ultime, et qui dit notamment You expect somebody else. C'était extraordinaire. Sa chanson, bien sûr, toujours pour troller un petit peu, son petit concert. Cena, du coup, de lui dégoûter, se rassoit dans le public. Jusqu'au moment où Elias prononce la phrase de trop, Cena sucks because he's like all of you. Voilà, et du coup Cena s'énerve, remonte par-dessus la barricade, rentre sur le ring, et là il défonce Elias, notamment avec un double A pour l'achever. Le segment se termine comme ça. Juste la musique de Cena. Bah voilà, on se dit bon voilà, c'est tout. Pas de Taker quoi. Cena revient sur l'allée jusqu'à la lumière qui finalement s'éteint. Cette fois-ci, ça y est, le vrai Taker est là. Et c'est là la surprise, c'est que la lumière donc se rallume et on voit les affaires de Taker sur le ring qui apparaissent au milieu du ring, exactement là on les avait laissés après le match de Reigns l'année dernière. Et on voit un effet spécial assez cheap, hein, avec un éclair qui apparaît, et puis paf, les affaires qui disparaissent. Tout ça pour un peu nous symboliser la renaissance, hein, la résurrection de Taker. Il arrive, malheureusement, hein, je le pensais vraiment qu'ils allaient le faire. Pas d'American Badass, c'était aussi la grosse déception. Taker arrive en Deadman. Voilà, il arrive en Deadman, avec plutôt une bonne shape, hein, avec on va dire, il avait l'air en meilleure forme. Il avait l'air de mieux se déplacer, il avait l'air un peu plus, il avait avoir un peu repris des couleurs, voilà. Et le match commence comme ça. Et en fait, Taker, il nous aura fait du Taker finalement, avec vintage Taker quoi, son old school habituel, ses avalanches dans le coin, Snake Eyes, Big Boot, avec un Big Boot ridicule d'ailleurs, où la tête de Cena est à 20 cm de son pied, mais c'est pas grave. Le leg drop pour enchaîner, un choke slam, hein, alors qu'il y a eu une mini réaction de Cena qui a tenté le 5 knuckle shuffle, mais ça n'a rien donné. Choke slam de Taker, qui se relève en façon Taker. Tombstone Pile Driver, 1, 2, 3, terminé, victoire en 3 minutes. Squash de Cena en 3 minutes, et oui.
incroyable. Incroyable. Ben voilà. Un an d'absence pour Taker pour revenir dans un match de 3 minutes pour enterrer Cena. Incroyable. Cena qui job pour Taker. Ben voilà quoi. Alors on peut se dire, on peut se dire que, alors in kayfabe, hein, mais on peut se dire, est-ce que c'est vraiment glorieux de la part de Taker de faire ça, quoi? Est-ce que ça lui rend honneur finalement, parce que finalement, si on est un peu kayfabe, on se dit, Cena il était pas prêt à combattre, il était dans le public, il s'est pas échauffé, rien. Et puis il est prévenu au dernier moment qu'il y a un match, alors que peut-être que lui, Taker, par exemple, ça fait peut-être un mois au moins qu'il s'entraîne comme un dingue, et lui il est prêt. Il est prêt, et puis finalement il surprend Cena au dernier moment, et du coup Cena il est pas prêt, il s'est pas échauffé, rien. Ou alors il a vraiment le temps de s'échauffer vraiment vite fait. Quelque part c'est pas très sport, Si on est vraiment kayfabe, je répète. C'est pas très sport, c'est pas Taker quoi. Bref. Et puis je pense que le but c'était quoi? C'était de donner la 100e victoire de Taker en pay-per-view, parce qu'effectivement il rentre. Il avait cette 100e victoire qui lui manquait, donc en pay-per-view. Et puis je pense que c'est aussi le but, c'est de terminer sur une meilleure note. Il pouvait pas finir sur 2 défaites consécutives à WrestleMania, donc ils l'ont fait gagner quoi. Mais dans un match absolument dégueulasse, 3 minutes de squash sans intérêt. Et ça me fait chier quoi de voir un match pareil. Voilà quoi. Autant pas faire de match, autant pas faire le match. Voilà quoi. Autant pas le faire. Je vois pas à quoi ça va aboutir. J'attends de voir la réaction de Cena, probablement ce soir, à Raw. Mais voilà. Donc, à mon avis, ça va être le dernier match de Taker. En tout cas, à WrestleMania. Peut-être pas de sa carrière, mais à WrestleMania. Hein. Et faudra, je pense, retenir pour de bon son palmarès. Ça sera un 24-2. 24-2, donc, pour Taker. Voilà, je peux pas noter un match pareil, quoi. C'est 1 sur 10, pas plus, quoi. 1 sur 10, tu peux pas noter un squash pareil, ou voilà quoi, je suis dépité. On va passer au match suivant. Encore un match attendu entre Shane McMahon, Daniel Bryan, Kevin Owens et Sami Zayn. Et on rappelle que s'ils perdaient, Kevin Owens et Sami Zayn quittaient SmackDown définitivement. Et dans le cas contraire, ils étaient réintégrés à SmackDown. Alors évidemment, l'entrée de Bryan était très très attendue. Et elle a été énorme. Énorme pop. Comme prévu, les yes, ça a été un super moment. Franchement, tous les fans de catch, ils ont dû apprécier cette entrée de Bryan. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Le match, il a commencé bizarrement, puisque avant même que la cloche ne sonne, alors qu'on attendait l'entrée de Kevin Owens et Sami Zayn, ils sont arrivés par derrière pour attaquer les deux. Et tout de suite, ils sont attaqués à Daniel Bryan, avec un hell of a kick et même un powerbomb, un pop-up powerbomb directement sur les plans du ring. Donc à ce moment-là, Bryan est complètement inanimé au sol. Shane McMahon vient le voir, il demande la civière. Donc Bryan est en PLS. Là à ce moment-là, on n'y croit pas une seule seconde. On sait bien qu'il va revenir. Ça me faisait penser au match de WrestleMania 30, où il y avait aussi la civière. Et puis finalement, on l'avait vu revenir dans le match pour s'imposer. Bref, voilà, on savait d'avance que Bryan n'allait pas en rester là. C'était sûr. Donc du coup, Shane McMahon a commencé le match tout seul. Du coup, on attendait le retour de Bryan et puis surtout son hot tag, son retour sur le ring quoi. C'était un peu comme Ronda quoi, ses débuts sur le ring, son retour. On attendait leur réaction et puis surtout pour voir le public quoi, comment il allait accueillir ce hot tag. On a quand même vu au passage un petit coast to coast de la part de Shane sur Zayn qui fait toujours plaisir, même s'il a manqué la poubelle. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu la poubelle habituelle. Et puis finalement, il a fallu attendre 7 minutes avant de voir Bryan revenir sur le ring. Il arrive en interrompant le pin de Kevin Owens sur Shane suite à un frog splash de la 3e corde. Le tag tant attendu viendra donc à ce moment-là 3 minutes plus tard. Et là, c'était le feu. On sent que Bryan là alors on sentait que Bryan se protégeait aux cordes puisqu'il a fait ses petites diagonales du fou là avec ses dropkicks dans le coin. On voyait bien qu'à chaque fois qu'il faisait ses dropkicks, il tenait les cordes pour éviter les mauvaises réceptions, notamment sur sa nuque. Donc on voit quand même qu'il fait attention à lui. Alors après, il y a eu de grosses exagérations avec Bryan qui se dégage du hell of a kick et du pop-up powerbomb coup sur coup, un peu plus tard dans le match. Ouais, ce no-selling, c'est quand même exagéré. Bryan là c'était devenu un super héros quoi, absolument invincible, qui ne ressentait plus la douleur. Et au final,
On a eu un duel entre Sami Zayn et Daniel Bryan. Daniel Bryan qui porte un running knee, des yes kicks aussi, des yes kicks d'abord, sous les yes du public. Donc son running knee qui a été impactant, et puis son yes lock, et puis Zayn qui abandonne très rapidement. Voilà, victoire de Daniel Bryan et Shane McMahon. Très attendu, bien entendu, et je vous avais dit pourquoi. Je vous avais dit que c'était très important, les mots sont souvent très importants. Je l'avais dit, le fait de dire que c'était seulement de SmackDown que Kevin Owens et Sami Zayn seraient bannis en cas de défaite et non pas bannis de la WWE, ça voulait dire, à mon avis, qu'ils allaient perdre, mais qu'ils allaient partir du côté de Raw, et c'est probablement ce qui va arriver. Ils vont sûrement peut-être réclamer à Kurt Angle ou à Stephanie McMahon d'être intégré à Raw. On verra peut-être ce soir d'ailleurs. On verra Kevin Owens et Sami Zayn qui vont sûrement réclamer leur place. On va voir, peut-être qu'ils vont intégreront le roster par équipe. Bref, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations là-dessus. Donc pas de surprise. En termes de match, le match c'était pas un grand match. Il faut être sincère. C'était pas ça l'essentiel. L'essentiel c'était le retour de Bryan. C'était qu'on ait le smile, un peu comme Ronda, sur un gros moment, un WrestleMania moment, et voilà, c'était tout. L'exagération évidemment des no-selling de Bryan, c'est sûr, c'était pas bon, c'était très exagéré, mais bon, à la limite on s'en fout. C'est bien, on est vraiment content que de revoir Daniel Bryan sur un ring. C'était tellement inattendu. Et voilà, c'est tout. Le but c'était de le mettre en avant, il était au centre du match, comme Ronda. Et voilà quoi, ça se termine par un happy end, mais le match en soi, voilà, il est banal. Le match c'est 6 sur 10, pas plus que ça, mais on va dire que l'essentiel était ailleurs. Voilà, rien d'autre à dire de plus, et donc victoire très logique au final, et pas de heel turn, tant mieux. J'avais très peur du heel turn de Daniel Bryan, franchement j'avais très peur. Ils ne l'ont pas fait, et c'est tant mieux, alors à moins qu'il y ait un changement, une surprise à SmackDown, on sait jamais, mais je vois pas du tout de heel turn. Bref, passons au match suivant entre Nia Jax et Alexa Bliss pour le titre féminin d'Euro. Voilà quoi. 9 minutes quand même. J'attendais vraiment un squash. J'ai été surpris. Ça a été beaucoup plus long que prévu ce match. 9 minutes quand même. Alors, une domination quand même assez étonnante pour commencer d'Alexa Bliss. Avant cette domination, avant que le match ne commence, on a vu Nia Jax qui a détruit Mickie James pour être un peu tranquille, essayer de s'assurer un face-à-face, un véritable face-à-face avec Bliss. Elle détruit Mickie James, qu'on n'en verra plus par la suite. Et donc une fois que la cloche a sonné, donc Bliss, étonnante domination de sa part, quand même pendant une bonne partie du match, les 2 tiers je dirais. Et elle essaye d'affaiblir notamment Jax à sa jambe notamment. Elle arrive même à porter un Twisted Bliss à l'extérieur du ring, c'était pas mal. Et puis à un moment donné, on revient sur le ring, et puis on voit Alexa Bliss là qui fait mine avec son visage là, mine de dire ouais je suis désolé, le visage grave. Et puis tout à coup elle change de visage et elle adopte un sourire sadique en lui portant son DDT, son finisher. Mais ce n'est pas suffisant. Kick out de Nia Jax. Et c'est là finalement que Nia Jax se réveille, avec notamment 2 Alabama Slam, notamment un dans le coin et un petit peu plus tard un Alabama Slam au milieu du ring. Et ensuite elle soulève en Fireman's Carry Alexa Bliss, monte sur la 2e corde et lui porte un Samoan Drop pour le compte de 3. Voilà, terminé. 9 minutes, victoire de Nia Jax. Changement de titre, pas de surprise, je vous l'avais dit, c'était prévisible. Mais le match en lui-même, pas grand chose quoi. Bliss, elle a fait son taf de heel, elle a fait son petit taf, elle a eu quand même sa période de domination. Jax, j'ai un peu de mal, il me manque quand même quelque chose. Je sens pas une grande assurance sur le ring de la part de Jax. C'est bizarre, on a l'impression qu'elle a pas confiance en elle quoi. Et comme si finalement tout ce qui se passe avec ces histoires de grossophobie là dans la storyline avait véritablement un impact hors kayfabe finalement sur ses prestations sur le ring quoi. On a vraiment l'impression que finalement elle a du mal, elle a pas confiance en elle, et que finalement ouais son poids, sa morphologie, elle a encore du mal à l'accepter. C'est ça qui est dingue, et ça se ressent sur le ring. Je sens que ça manque d'assurance, ça manque de badasserie
quand on a un physique pareil, il faut savoir l'utiliser comme il faut, en faire une arme. Et elle devrait être badass. Elle devrait être badass et elle l'est pas en fait. Elle l'est pas trop. Et elle subit. Elle a perdu plusieurs fois contre Asuka. Là, elle subit les deux tiers du match contre une micro-puce comme Alexa Bliss. Donc il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de travail pour Jax. En ce qui concerne Carmella, alors la bonne nouvelle c'est qu'on l'a vu ni caché sur Charlotte ni sur Jax, hein, j'aurais été surpris. J'espère qu'ils vont pas nous faire ce coup-là. Parce que finalement Carmella, je vois pas pourquoi est-ce qu'elle cacherait pour Raw, hein. Rien, jamais, il n'y a pas de règle qui dit qu'elle pouvait cacher sur n'importe quelle championne. Normalement elle est rattachée à SmackDown, sauf draft bien sûr, mais heureusement ils l'ont pas fait, et j'espère que Carmella elle va rester tranquillement dans son coin. J'espère même qu'elle va perdre sa mallette, hein. Enfin qu'elle fera une Corbin quoi au final, même si c'est chiant pour le premier catch féminin de l'histoire qu'il n'ait pas lieu, mais franchement Carmella championne, j'ai du mal, j'ai pas envie quoi, j'ai vraiment pas envie de voir ça. Bref, on verra bien, mais au moins pas de cash. Et voilà, le match c'était vraiment de la grosse merde, hein, il faut le dire. Match suivant, match aussi très attendu, hein, ce fameux dream match entre Shinsuke Nakamura et Jay Styles. Bah voilà, hein, c'était un peu le match de la dernière chance pour moi, pour Nakamura, pour me prouver enfin qu'il était digne d'être le champion qu'on nous vend depuis des années. Bah, on a quand même eu 20 minutes, donc le temps, c'était vraiment le temps qu'il fallait. Moi je voulais à peu près cette durée-là, 20 minutes, c'était très bien. En ce qui concerne le match, c'est très bizarre en fait, parce que les deux, évidemment, sont de bons lutteurs en soi, intrinsèquement, mais il y avait un manque de magie. J'arrive définitivement pas, à rentrer dans les matchs avec Nakamura. Et le match, en soi, il est pas mauvais, il est pas dégueulasse, mais je suis déçu. Il me manque un truc, il me manque comme diraient les Américains, un je ne sais quoi. Et c'est ça, en fait. Il me manque cette magie, ce truc que j'arrive pas à définir, et en fait au final Nakamura m'ennuie. Il m'ennuie en réalité, et c'est c'est incroyable qu'un mec comme AJ Styles, je vous l'avais dit, hein, il était capable de faire faire un bon match à n'importe qui, même à Balor, à Lesnar, à Jinder Mahal, il a toujours réussi à redonner à ses adversaires de très belles copies. Et ben même avec Nakamura, je pensais avoir de l'espoir. Et ben non, en fait, même avec ça, même avec Styles en face, au final, je suis pas plus enthousiasmé que ça, quoi. C'était incroyable. Voilà, donc, et le match en lui-même, on voit une tentative de Kinshasa qui finalement est contrée par un Styles Clash et terminé. Voilà, encore une énorme surprise, puisque le titre qui semblait tendre les bras à Nakamura, et bien finalement, AJ Styles le conserve. C'est bien pour AJ Styles, hein, évidemment, qui mérite d'être le champion qu'il est. Je suis très content pour lui. Mais du coup, tu fais quoi de Nakamura, quoi? Vainqueur du Rumble, voilà, qui est poussé de ouf. Il a même eu un documentaire juste après Mania. D'ailleurs, le timing est drôle. C'est que il a eu d'ailleurs, je vous recommande le Chronicle, le documentaire qui a suivi juste après WrestleMania, un documentaire d'une demi-heure exceptionnel, vraiment très beau documentaire sur Nakamura, mais on a l'impression que c'est un documentaire qui le met en valeur, qui le porte comme un top face et comme quelqu'un pour qui on a envie d'avoir de la compassion. C'était une promo, un reportage de promo pour Nakamura. Et qui nous vend tout son parcours depuis la victoire au Rumble jusqu'à l'avant WrestleMania, et quand on voit le résultat, en fait c'est drôle, quoi. On se dit mais c'est quoi ce timing de merde en fait. Et puis surtout l'après-match, puisque finalement c'était ça qui était plus intéressant que le match en lui-même. C'est ça le pire. L'après-match fut plus intéressante, puisque on a eu un peu comme Asuka Charlotte, on se disait encore un respect à la japonaise, un gros hug, respect total, Nakamura qui s'incline, qui pose un genou à terre et qui tend la ceinture à Styles. Le public était vraiment applaudissait, c'était un très bon moment, jusqu'à ce que
Alors on l'a senti venir à 10 km, hein, on l'a vu. Hein. Low blow de Nakamura dans les valseuses, donc sur Edge, et là le heel turn. Le heel turn que personne n'avait vu venir, en tout cas pas avant le match. Sur le coup, oui, on le sentait venir, mais avant le match, non. Franchement, qui aurait cru au heel turn de Nakamura? C'est un peu ce qui m'a un petit peu redonné un peu de hype, parce que là j'étais tellement déçu par ce match, par ce dream match, qui n'en était pas un au final. Et finalement, ce qui était plus intéressant, c'est ce qu'il y a eu après, donc, avec ce low blow, et du coup Nakamura qui donne des petits coups de pied là, désinvolte sur Styles, qui le dégage du ring, qui finit par, finalement, en l'achevant par un Kinshasa. Et voilà comment ça se termine. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? On va voir. J'ai hâte de voir comment le public va réagir aux futures entrées de Nakamura, hein, puisque avec sa chanson, le public qui chante d'habitude. Alors, est-ce qu'ils vont continuer de chanter avec du coup un Nakamura heel? J'attends de voir ça. À la New Japan, il a été heel, mais comme je n'ai pas suivi la New Japan, j'ai jamais vu Nakamura heel, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Ça sera peut-être meilleur, hein. On va dire ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire qu'en face. Mais du coup, voilà, on a compris que la WWE, au moins, elle a eu les couilles de se dire, bon ben, de reconnaître qu'en face, ça fonctionnait pas, il manquait quelque chose. Et peut-être que ce fameux je ne sais quoi qui me manque, c'est peut-être justement ça. C'est peut-être ce changement d'attitude. Et c'est peut-être ça qui va enfin m'enjailler pour Nakamura. Donc j'attends de voir. Je vais pas critiquer. Je vais pas critiquer ce heel turn. C'est peut-être même vraiment la vraie dernière chance pour Nakamura, hein, pour sa carrière à la WWE. C'est ce heel turn. C'est sa dernière porte de sortie. Hein. Là, il n'y en a plus d'autres. Il y en a plus d'autres. Donc, on va voir. Mais match frustrant, hein, vraiment, ce dream match qu'on nous vendait. Et voilà, Styles n'a pas réussi finalement à faire livrer un bon match à Nakamura. Je me suis fait chier. 6 sur 10. La grosse déception. Et pourtant, 20 minutes. Hein. 20 minutes, hein, il y avait de quoi faire. Mais j'ai pas été plus accroché que ça. Match suivant, match tag team d'Euro entre The Bar, Braun Strowman et donc ce fameux partenaire mystère. Alors franchement le placement du match, avant-dernier match, avant le main event, avant-dernier match, avec le partenaire mystère. Ah putain, alors là je me dis, mais Mysterio Mysterio. Je me dis, mais ils vont nous vendre quelque chose d'énorme, énorme. Bray Wyatt qui était l'un des favoris aussi, forcément, ça pouvait pas être lui puisqu'on l'a vu avec Hardy. On pensait forcément à Mysterio, je me dis, bon, The Rock, il avait dit qu'il serait pas là, il avait ses promos, je me dis non, ou alors il nous troll. Mais il fallait que ce soit quelque chose d'énorme. Fallait que ce soit quelque chose d'énorme en pré-main event. Hein, quand même. D'avoir un match aussi bien placé sur la carte, je me dis, ça va être énorme. Ça va être énorme, ce partenaire. Et puis voilà, en fait, Strowman, il se balade dans la foule, il dit, bon, en fait, le public, mon partenaire, il va être là, quoi. Il va être dans la foule. Ça sera vous. Ce sera toi, ce sera toi, ce sera toi. Il se balade. Et puis il tend le doigt vers quelqu'un. Il dit You. Et puis du coup, il rentre dans le public. C'est là qu'on aperçoit. On aperçoit notamment Noé José. J'ai même cru aussi apercevoir Trent Seven. Il paraît qu'il y avait même Okada, Suzuki, paraît. C'est incroyable. Je les ai pas vus, mais j'ai lu qu'ils avaient été là. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi un vrai catcheur à ce moment-là? Et même John Cena, je me suis dit à ce moment-là, mais pourquoi John Cena finalement il est pas resté tranquillement assis dans le public. Et là il avait son spot à WrestleMania et puis il aurait même pu gagner la ceinture par équipe. C'était voilà, il aurait pu, au moins je me suis dit ils étaient capables de le faire. Dire le gars qui se fait squasher par Taker, il a peut-être envie de sauver son WrestleMania et voilà il se propose comme partenaire de Strowman. J'ai vraiment cru qu'ils allaient le faire. Bon, puis Cena était plus là donc ils l'ont pas fait. Et puis voilà, c'est là qu'il va chercher un gosse du public là qui sort et puis voilà, il la ramène sur le ring. Comment tu t'appelles? My name is Nicholas. Et voilà, il le met sur le ring et voilà quoi. Voilà. Je comprends pas ce qu'ils ont fait. Et puis voilà, match de merde, sans intérêt aucun, avec 4 minutes. J'ai compté 4 minutes avec bien entendu Strowman qui a fait tout le match. Tout seul, et puis running power slam sur Cesaro après un tout petit tag quand même, un tout petit tag sur Nicholas là, sur le gamin qui tout de suite après refait le tag avec Strowman et donc qui porte le running power slam sur Cesaro pour la victoire finale. Nouveau champion, Braun Strowman et Nicholas. J'arrive même pas à croire ce que je suis en train de vous dire.
que ce soit un gamin de grosso modo 10 ans qui soit champion par équipe. Vous vous imaginez le gosse qui va rentrer dans les lignes, dans le palmarès, dans l'histoire de la WWE comme étant champion par équipe. C'est hallucinant ce qu'ils ont fait. C'est pas possible de nous faire ça, quoi. C'est un troll ultime. Le troll ultime, Vince McMahon, je le sens, mais je le sens tellement en train de rire tout seul, se dire on va mettre quelqu'un dans le public, on va même mettre un gamin dont on apprendra d'ailleurs que c'était le fils de John Cone, l'arbitre du match. L'arbitre du match, finalement, c'était son fils. On l'apprendra plus tard. Mais c'était un troll ultime. Et puis Michael Cole qui me fait rire en disant Nicholas is legal, Nicholas is legal. Ça m'a fait super marrer. Et puis voilà quoi. À quoi ça va mener tout ça? À quoi ça va mener toutes ces conneries? Probablement, ils pourront pas continuer comme ça, bien sûr. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau tournoi? Ils vont rendre les ceintures vacantes. Voilà encore l'un des grands mystères qu'il va y avoir pour le Raw, hein, l'un des enjeux de Raw de ce soir. Ce qui va se passer avec les titres par équipe. Et surtout qu'en plus, en Arabie Saoudite, on nous avait vendu un The Bar contre les Hardy Boys pour les titres. Donc forcément, ça n'a plus rien à voir avec ça, puisque les The Bar n'est plus champion, et puis les Hardy Boys ne sont même plus réunis, puisque... Enfin, Jeff Hardy pourrait toujours rejoindre Matt, mais du coup, il y a Bray Wyatt maintenant. Peut-être qu'ils vont faire du coup une team à 3. Bref, on verra bien. Mais du coup, les cartes sont complètement rebattues. Donc, mais c'est complètement du troll, puissance 1000. On peut pas noter ce match, c'est complètement du divertissement, c'est du troll. Rien d'autre à dire de plus, c'est de la grosse merde. Et on passe tout de suite au main event, quoi. Le main event, pourquoi avoir fait ce main event? Mais bref, Brock Lesnar contre Roman Reigns. Oui, ils continuent à nous mettre ce match en main event. Ils comprennent pas que le public ne veut pas voir ça en main event, quoi. Conclure là-dessus, le public s'en fout, le public est fatigué, ils viennent de voir plein de moments what the fuck, le public est déçu par pas mal de choses, et ils se disent putain, en plus il y avait Roman Reigns, quoi, et le sacre de Reigns, oh putain de merde. Et oui, on a ça, et puis du coup, on a la collection de German, 6 German Suplex, 6 F5, vous avez bien entendu, 6 F5 portés par Lesnar. Incroyable, des kick-out à tout va, le Superman super-héros à son meilleur, à son paroxysme, le public qui hue, qui joue à la beach ball, qui crie CM Punk, boring, this is awful, etc., le public en a plus rien à branler. J'étais en train de revivre en fait le match entre Reigns et Triple H, hein, le main event de WrestleMania 32 d'il y a 2 ans. C'était un peu la même chose. Et à un moment donné, Lesnar, il en a marre. Il donne un gros coup d'avant-bras là pour ouvrir un busted open, hein, le Roman Reigns qui pisse le sang là, une grosse mare de sang, un peu comme quand il y avait Orton il y a quelques temps. Le public à ce moment-là, il va réagir de façon assez positive, puisque en fait Roman Reigns porte 2 spears et au final il s'impose. Non, il ne s'impose pas, pardon, et au final il n'arrive pas à s'imposer justement, et tu vois, vous voyez, je me gourre tellement, c'est incroyable. Lesnar porte un énième, donc c'était son 6e F5 pour la victoire sur une mare de sang. Victoire de Lesnar, absolument dingue. Je vois personne me pronostiquer une victoire de Lesnar. Impossible. C'est comme Asuka, la défaite d'Asuka, c'est impossible. Tout le monde pensait que Reigns allait être champion. Tout le monde. Et ce choix est absolument incroyable. On ne connaît pas les raisons. On espère qu'il n'y a pas des problèmes avec les stéroïdes, l'affaire des stéroïdes qui ressurgit. Est-ce que c'est lié au contrat de Lesnar qui est finalement signé? On ne sait pas. Probablement aussi qu'on va avoir des suites à Raw. Peut-être que si ça se trouve, il va y avoir Lesnar qui va défendre son titre dans un Open Challenge, je ne sais quoi, et puis on va avoir Bobby Lashley qui va débarquer et qui va lui prendre le titre. Tout est possible. Ou Roman Reigns qui va finalement prendre le titre à retardement. On va voir ce qui se passe. Et puis on voit les dernières minutes avec du show avec un Reigns hagard, complètement les yeux dans le vide, qui titube.
on se demande quelle est la suite pour lui, quoi. On a même l'impression qu'il va peut-être tourner heel, quoi. Tellement on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui, quoi. Le rêve s'écroule, son rêve s'écroule d'être champion. Personne n'y croit, c'est la grosse sensation. Donc, alors c'est bien d'un côté puisque voilà, Roman Reigns champion, lol, tout le monde que voilà, la grande partie du public ne voulait pas ça et ils ont bien popé d'ailleurs. Hein, c'est je crois le moment où ils auront plus popé du match, c'est lorsque Lesnar a gagné. Et d'un autre côté, du coup c'est un Lesnar, c'est un part-timer champion encore. On pensait en être débarrassé et non, toujours pas. Alors à moins encore d'un changement à Raw, hein, si ça se trouve il va pas garder son titre plus de 24 heures. Et puis finalement on verra ce qui se passe, mais un part-timer champion, c'est pas mieux, quoi. Donc à la limite, de deux mots, autant choisir le moindre, hein, comme on dit. J'aurais préféré que Reigns finalement l'emporte et que au moins on se débarrasse du part-timer et puis que voilà, Reigns perde le titre plus tard. Mais là, voilà, quoi. Voilà, c'est ce soupir là. On en a ras le cul. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Voilà ce qu'on pouvait dire. Sur le bilan donc de ce show, c'est très bizarre. C'est très difficile d'évaluer ce show puisque c'est vraiment du pur divertissement. En gros, si vous aimez le divertissement, vous allez, je pense, aimer ce show. Puisqu'il y a eu quand même des moments cool. Ronda, Bryan, des surprises à gogo, du troll, et beaucoup de trolls. On sent vraiment un Vince qui a trollé comme un dingue. C'était vraiment trop la mania, ce show. C'était trop la mania. Et puis évidemment, ce gosse là, champion, c'est une dinguerie. C'est d'une dinguerie folle. Ce show, c'était complètement de la folie, c'était insensé. J'ai vraiment ressenti un peu les mêmes choses qu'il y a 2 ans à WrestleMania 32. Et alors que si vous aimez le in-ring, si vous aimez vraiment le in-ring, le catch pur, évidemment vous allez être déçu. Et là, je vous invite à regarder Takeover plutôt. Hein. C'est sûr que ça aura une autre gueule. Mais voilà, faut faire votre choix. Il faut regarder ça, soit ça comme un pur smart, ou soit comme un pur entertainment liker, quelqu'un qui aime l'entertainment, le divertissement et qui repose son cerveau et point barre. Et voilà, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très difficile d'évaluer ce show. Moi j'aime le in-ring bien sûr, j'aime le divertissement, mais au final je suis quand même très mitigé parce que encore un show qui était très mal équilibré avec évidemment ça commençait très bien. Il y a eu des bonnes choses au début dans les 2 premières heures avec un opener solide intercontinental, un Charlotte Asuka un peu trop court certes mais quand même était de bonne qualité. Bryan c'était super sympa, Ronda c'était le meilleur match de la soirée. Bref, il y avait quand même des bonnes choses dans la première moitié et puis après ça s'est délité, quoi. Ça s'est délité et voilà, quoi. Et au final j'en ressors plus avec des mauvaises choses que des bonnes choses. C'est ça qui est frustrant finalement. Bref, on verra bien les suites, hein. J'espère que Raw va nous enjailler et va nous sauver un peu tout ça, mais je ressors frustré de ce show encore une fois, quoi. Et du coup, voilà, ça rejoint le titre de ma vidéo. Pourquoi avoir fait ça encore? Alors que la carte était belle. La carte était l'une des plus belles de l'histoire de WrestleMania. Et on en ressort vraiment frustré, déçu par des matchs trop courts, forcément. Et on sent que ils ont été bridés par la durée des matchs, hein, certains lutteurs, et ils ont dû faire avec le temps qu'on leur a imparti, quoi. Et c'est vraiment dommage. À la limite, quitte à enlever 2-3 matchs de la carte, rallonger certains matchs, ça aurait été déjà, je pense, de bien meilleure qualité. Voilà ce qu'on pouvait dire. Désolé, 1h08, c'est une longue vidéo. Vous regarderez ce que vous voudrez, vous la repasserez en vitesse rapide si vous voulez. J'espère que vous m'écouterez quand même. Mais il y avait beaucoup de choses à dire, c'était WrestleMania. 14 matchs quand même, hein, 14 matchs à commenter. Voilà. On verra bien les suites. Hein, je ferai un point sur mon réaction ce week-end dans un prochain Parlons peu mais parlons catch sur l'après WrestleMania. Voilà, ça sera sûrement là-dessus, aussi bien de côté de Raw que de SmackDown, avec, j'espère, de nouvelles têtes devenues d'aller NXT notamment. Voilà, je vous souhaite tous une très bonne semaine, une bonne soirée, on se retrouve très bientôt, et bien entendu, hein, n'oubliez surtout pas, en dépit de ce show, hein, qui m'a beaucoup déçu, vive le catch. Ciao à tous.